Voici maintenant la dernière portion du chapitre. Là, on va en quelque sorte revenir à la base, parce que là, ça fait plusieurs cours qu'on étudie des résultats de sondage, on analyse des données. Mais là, on va revenir à la base, puis on va regarder comment ces résultats-là, on peut les recueillir. Donc, on va commencer par des définitions très simples. On parle d'abord de recensement. Dans le fond, quand on fait un recensement, ça veut dire qu'on a fait une étude statistique, puis on a fait une étude qui portait sur tous les individus d'une population donnée. Donc, par exemple, si je veux faire pas un sondage, mais une étude à savoir combien les élèves lisent de livres par mois, faire un recensement, ça voudrait dire que j'interroge tous les élèves de l'école. Contrairement à ce qu'on retrouve un petit peu plus bas, des fois, ça se peut que, parce que ça peut devenir fastidieux d'interroger tous les élèves de l'école, ça peut devenir long. Alors, des fois, ce qu'on peut faire, c'est faire une étude statistique, mais se choisir un échantillon. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit une portion de la population, puis c'est ces personnes-là qu'on va interroger. Dans ce temps-là, on va parler d'un sondage. Donc, de façon générale, en statistique, très souvent, on va faire un sondage parce que c'est beaucoup moins compliqué, on a moins de personnes à interroger. Et l'important dans tout ça, dans le fond, c'est que quand on fait le choix de notre échantillon, c'est qu'on s'assure d'avoir un échantillon qui va être représentatif de notre population. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, faire un sondage, j'ai mis un exemple en dessous, ça voudrait dire que, par exemple, on pourrait questionner seulement 10 élèves par classe pour connaître le temps qu'ils consacrent à la préparation de leur examen de fin d'année. Sans nécessairement poser la question à tous les élèves de l'école, si je pose la question à 10 élèves par groupe, c'est plus facile à gérer, puis ça devrait quand même me donner une bonne idée du temps que les élèves passent pour préparer leurs examens. Pour conclure, pour cette portion-là, un échantillon, évidemment, si on veut avoir des résultats qui parlent, ça nous prend un échantillon qui est représentatif, qui représente bien la population qui nous intéressait au départ. Donc, il faut que l'échantillon, en fait, on explique un petit peu plus bas, il faut que l'échantillon possède autant que possible ici, là, les mêmes caractéristiques que la population qu'on veut étudier. Pour faire un échantillon représentatif, il existe 4 méthodes d'échantillonnage. Donc, c'est ce qu'il nous reste à voir. On va y aller une par une. Donc, la première, c'est l'échantillonnage aléatoire. Ce que ça veut dire aléatoire, ça veut dire au hasard. Ça veut dire qu'on choisit un certain nombre de personnes à interroger, puis ces personnes-là, on les choisit au hasard. J'ai mis un exemple. Par exemple, si on veut faire une étude sur un sujet donné dans une entreprise, on pourrait, par exemple, mettre les noms de tout le monde dans une boîte. Puis après ça, on en pige 200 au hasard, puis c'est ces personnes-là qu'on interroge. Donc, de cette façon-là, on s'assure d'avoir quelque chose de représentatif là, comme résultat, puis de représenter l'ensemble des employés de l'entreprise. Deuxième méthode, donc là, ici, ce qui est à retenir là, pour le aléatoire, là, les mots, là, quand vous allez faire des exercices, c'est les mots aléatoire et hasard qu'il faut repérer dans le texte là, pour savoir qu'on parle de cette méthode-là. Ensuite, il y a aussi l'échantillonnage systématique. Celui-là, vous allez le reconnaître là, parce que c'est vraiment, il y a une mécanique en arrière de ça. On va travailler à partir d'une liste, on va parler de rang, puis on va aussi parler d'intervalle. Quand vous voyez qu'il parle d'intervalle, là, ça c'est parce que c'est de l'échantillonnage systématique. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va faire un exemple ensemble, là, juste en dessous. Par exemple, supposons que je veux faire une étude statistique dans une école de 1000 élèves. Sauf que là, moi, je ne veux pas interroger les 1000 élèves. Je me dis, je vais en interroger 100, ça devrait être suffisant. Donc là, d'abord, il faut que je détermine l'intervalle avec lequel je vais travailler. Pour faire ça, c'est assez simple. C'est qu'on prend la taille de notre population, donc tout le monde, j'ai 1000 élèves. On divise par la taille de l'échantillon qu'on veut avoir. Et ça me donne un intervalle de 10.
Vous allez voir plus tard à quoi ce 10-là va me servir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit au hasard un chiffre entre 0 et 9. Exemple, je pourrais prendre 3. Ça, c'est pas important, là, c'est vraiment le hasard qui décide, donc je prends le chiffre que je veux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me prendre une liste, je vais demander, exemple, à la secrétaire en bas de me sortir la liste de tous les élèves de l'école. Et là, je vais y aller vraiment de façon systématique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, en choisissant le troisième nombre. Le suivant, bien là, je vais aller chercher mon intervalle. Tantôt, j'ai dit que ça me prenait un intervalle de 10. Donc, ça veut dire que le prochain nom que je vais choisir, ça va être le 13e, le 23e, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai mes 100 élèves qui vont servir à former mon échantillon. C'est pour ça que ça s'appelle systématique. C'est vraiment le processus là, dans lequel on a vraiment une méthode qu'on suit et qu'on respecte. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième, mot-clé à retenir, sous-groupe. Souvent, on va utiliser cette méthode-là, c'est l'échantillonnage stratifié. Ça veut dire qu'on travaille avec des sous-groupes. Puis, ce qui est super important, c'est qu'on ne fait pas n'importe quel sous-groupe. On prend des sous-groupes, puis on s'assure de respecter les mêmes proportions qui existent dans la population de départ. Donc, par exemple, si dans une école, je sais qu'il y a 75% des élèves qui sont d'origine québécoise, 15% d'origine haïtienne, 10% d'origine asiatique, bien, quand je vais faire mon échantillon, je vais essayer dans mon échantillon de respecter ces pourcentages-là. Donc, dans mon échantillon, je vais m'assurer d'avoir 75% de personnes qui sont d'origine québécoise, 15% d'origine haïtienne et ainsi de suite. Donc, dès qu'on vous parle de proportion, dès qu'on fait référence au fait que nos sous-groupes là, ont été construits en respectant là, la même constitution qu'on avait dans la population de départ, on va parler d'échantillonnage stratifié. Et le dernier, c'est l'échantillonnage par grappe. À ne pas confondre, parce qu'ici aussi, on va parler de sous-groupes. C'est juste qu'ici, les sous-groupes, là, il n'y a pas question de proportion comme tantôt. Là, les sous-groupes sont formés vraiment au hasard. Donc, je pense que notre contexte ici dans l'école serait bien pour ça, là, parce qu'en fait, ici dans l'école, tous les élèves, on est comme subdivisés en plusieurs groupes repères. Là. Fait que, par exemple, si je voulais faire une étude statistique ici dans l'école, bien, une façon simple pour moi de procéder puis d'avoir un échantillon quand même représentatif, ça pourrait être de choisir 4 groupes au hasard. Puis à ce moment-là, ben, j'ai mes 2 conditions de départ. Je vous ai parlé de sous-groupe, puis je vous ai parlé de hasard. Donc encore là, 4 sous-groupes. Ici, c'est sous-groupe qui va aller là. Donc encore là, ici, on parle de sous-groupe, mais c'est le hasard qui intervient. Fait que voilà, avec ces 4 petites situations-là, vous devriez être en mesure de faire les exercices là, qui sont dans votre document de travail blanc.